Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom. Je m'appelle Sam Edric Samake. Je suis originaire du Nord, d'Odiéné, précisément de Samango. La répétition est pédagogique. Et quand je répète, je sais pourquoi je répète. Et aujourd'hui, vous serez éclairés. Pourquoi je répète toujours ces mots, ces phrases. Je suis africaniste convaincu. Depuis le bas âge, je suis africaniste convaincu de bas âge. Je ne sais pas pourquoi. Mais je suis un africaniste depuis le bas âge. Et mon itinéraire tracé par Dieu a fait que je suis devenu africaniste avant beaucoup de gens, je peux dire l'immense majorité de ma génération. Je suis né à Haïtia, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. J'ai fréquenté Haïtia jusqu'au CM1. Et je suis allé à Ouangouloudou pour faire mon CM2 deux fois avant d'aller au CEG de Ferké. C'est nous qui avons été la deuxième promotion du CEG de Ferké. Et de Ferké, je suis venu à Abidjan où j'ai passé tout le reste de mon adolescence jusqu'à ma venue aux États-Unis. Étant à Ferké, j'ai vu les brassages. Pas ethnique, mais brassage africain. Parce que Ouangouloudou se trouve à la frontière entre... c'est juste la frontière du Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et c'est un centre névralgique de la Côte d'Ivoire. Et depuis ce temps, d'abord ma belle-sœur, qui était analphabète, étant donné que Abidjan était très éloigné, pour trouver la radio Abidjan à Ouangouloudou en ce moment, c'était un peu difficile. Quand tu mets, tu entends, mais c'est des grisaillements, beaucoup de grisaillements. Et les radios qu'on pouvait entendre le plus souvent clairement, c'était la radio de la Haute-Volta qui était tout juste à côté, et la radio de Bamako qui n'était pas aussi loin. Mais le problème était que, étant donné qu'elle était analphabète, elle ne captait que la radio malienne, parce que là-bas on parlait les langues vernaculaires, le Djoula, le Bambara. Et en Haute-Volta, c'était le français, le moré et autres. Donc c'est ainsi que nous avons eu à héberger beaucoup de Maliens, beaucoup de Burkinabés de passage, et j'ai compris là déjà ce que c'est que l'africanisme. Et ce que c'est que l'acceptation de l'autre. Et c'est depuis là, je ne vais pas m'étendre dessus, mais je voulais que vous le sachiez. Et je suis gbagboïste. Je suis gbagboïste convaincu. Gbagboïste de longue date et très, 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 très convaincu. Bien sûr, je ne suis pas un intime ou bien dans le troisième, deuxième ou premier cercle. Non, pas du tout. J'ai fait sa connaissance réellement à New York ici, et ce jour-là, ça m'a emballé parce que nous étions tous, on a eu tous de lavage de cerveau pour être RDR. On n'était pas RDR, mais on était obligé au départ de partir dans les meetings RDR pour faire comme les autres. Pour faire comme les autres amis, tout le monde sans exception. Sans exception. Nous, les nordistes, on devait être RDR obligatoirement. Je ne vais pas vous répéter les mots qu'on nous disait. Et on partait. Et moi, je ne suis pas un béni oui. Et un jour, j'ai manifesté l'intention de poser une question au président Alassane. Et puis, un grand frère que je ne connaissais pas aussi sauvage, il est analphabète bien sûr, mais je ne savais pas qu'il était aussi sauvage. Et il a appris que Sam dit qu'il va poser une question à Alassane. Parce que c'était interdit. Je ne savais pas que c'était interdit, mais c'était interdit. Ce n'est pas des interdictions qui sont dites. Mais c'est comme si c'est écrit, ça est dans la tête de tout le monde. Alassane était un surhomme.
Alassane n'était pas un être humain. Hein. Donc comprenez beaucoup de choses en ce qui concerne Alassane. Ça, c'est aux États-Unis. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Regardez les mentalités des habitants africains, ivoiriens aux États-Unis dans les années 90-2000. Surtout en 2000. Donc, ce grand frère-là, qui s'appelle Nouveau, donc quand il a appris, il allait, bon, il avait une machette dans sa voiture. Il allait limer, faire la fête tranchante. Et puis il a dit, bon, si Samake, c'est son cadavre qui va quitter ici aujourd'hui. Et moi, j'avais pris le soin de voir Kafana. Si Kafana me voit, bon, je ne sais pas s'il va se rappeler parce qu'on a tous vieilli aussi. Et j'ai été voir M. Kafana, j'ai dit, ah, monsieur, il paraît qu'avec vous, je pourrais poser une question au président. Il m'a dit, jeune homme, il n'y a pas de problème. Quand tu es prêt, fais-moi signe et je te donnerai la parole. J'ai dit, ok, j'ai compris. Et puis, je suis allé m'asseoir au deuxième banc, la deuxième rangée. Et le grand frère dont je parle, nouveau, il allait s'arrêter derrière Kafana parce qu'ils m'ont vu demander et parler à Kafana. Et il allait s'arrêter là. Et puis, il m'a fixé. Il m'a fixé, je ne savais rien. Et puis, un instant, quand je l'ai revu encore, il a fait ce geste. J'ai dit, ben dis donc, celui-ci va me... Et il a répété. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, il y a un qui était derrière moi qui me dit, Sam, si tu tiens à ta vie, ne pose pas de questions à Alassane. Celui qui pose question à Alassane, qui demande à Alassane, là, il n'est pas encore né. Et comment ils ont dit ça dans leur djoula là? Docteur Alassane. Car docteur Alassane Nyenenga Kumakana, Otigma Woloba. Celui qui peut demander au docteur Alassane, poser une question, la personne n'est pas encore née. Et j'ai pris... Bon, je me suis levé, gentil, enfin. Pose-moi, et puis je suis sorti. Et la réunion a commencé derrière moi. Et à partir de ce jour, j'ai compris à qui nous avions affaire. Mais eux, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que moi, je n'ai jamais accepté l'injustice dans ma vie. Je ne l'ai jamais accepté. Je suis né, je n'ai jamais accepté l'injustice. Je suis né comme ça. Et je vous ai raconté ici une histoire un jour, et je vais l'en raconter encore. Comme je le dis toujours, la répétition est pédagogique. Et l'histoire est un témoignage. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je me découvre. C'est pourquoi aujourd'hui, ce que je fais, je pense que je suis né pour ça. C'est la mission que le bon Dieu m'a donnée et je dois le faire. Et je dois faire ma mission. C'est pourquoi peut-être que je suis en vie encore. Et je vous le dis très sincèrement. Parce qu'un drépanocytaire SS ne dépasse jamais, presque jamais, 40-41 ans. Et moi, je suis de SC. Et j'ai 68 ans aujourd'hui. Donc, je pense que Dieu a toujours attendu que j'accomplisse ma mission. Et je suis en train de l'accomplir. Et je souhaite être là pour voir le résultat, récolter les résultats de ce que je fais aujourd'hui. Donc, chers souscripteurs, chers abonnés, comprenez que je n'aime pas l'injustice. Et quelle était cette injustice dont je vais vous parler? C'est dans ma propre famille. Mon père était polygame. Quand je naissais, ma maman était sa troisième femme. Enfin, c'était son choix. Les deux premières femmes n'étaient pas son choix. Donc, chez nous, les Djoula, généralement, le premier choix, c'est tes parents qui te la donnent. Et après, tu fais ton deuxième, troisième, quatrième choix. Mais pour lui, il y a un événement qui a fait que celle qui devait être sa première femme est devenue la deuxième femme. Je ne vais pas rentrer dans ça ici aujourd'hui. Mon père me l'a expliqué. Donc, maman était son choix. Donc, il aimait bien ma mère. Et ma mère
était l'une des femmes Djoula les plus riches d'ici. Quand on dit riche encore, bon, c'est bon, écoutez, il faut comprendre. Mais en ce moment-là, c'est elle qui avait un peu d'argent, qui avait les jetons. Donc, elle était commerçante au grand marché, après au petit marché d'ici. Et à la rentrée, je crois, c'était la rentrée CP2, notre père devait nous donner l'argent pour aller acheter nos fournitures. Et mon père m'a appelé et il m'a donné 500 francs. Les anciens billets 500 francs des années 50. Bon, nous étions dans les années 60 et quelques là-bas. Et j'ai attendu mon petit frère, mon demi-frère, qui me suit directement. Et nous sommes allés à la chaîne avion. Bon, pour les jeunes, demandez vos parents ce que c'était une chaîne avion. C'était les boutiques des Français, mais c'était des chaînes. Elles existaient un peu partout. Bon, vraiment, ces Français-là, ils nous ont truandé beaucoup. Donc, c'était à la chaîne avion que nous nous sommes rendus. Et moi, quand je suis arrivé, avec mes 500 francs, je n'ai pu choisir que 2 articles. Et pendant que je choisissais j'avais déjà choisi mes 2 articles, j'ai vu mon demi-frère qui ne faisait que prendre beaucoup d'articles. Et cela m'a intrigué. J'avais dans les 8 ans, 7 ou 8 ans. J'étais très intrigué. Je crois que je dois avoir 8 ans, pas 9 ans, en tout cas 8 ans. J'ai été intrigué. Et lui, il souriait, il m'a vu prendre 2. Et bon, il était content parce que lui, il avait assez d'argent pour prendre ce qu'il avait besoin. Et moi, j'étais triste. Et quand il a fini, quand nous étions au comptoir, j'étais derrière lui et j'ai demandé. Je n'ai pas dit son nom. Il dit, ah, toi, tu as eu beaucoup d'argent pour acheter. Il dit, oui, c'est notre papa qui m'a donné beaucoup d'argent. Je dis, ah, c'est notre papa qui t'a remis tout cet argent-là. Il dit, oui, il m'a remis ça. Bon, il était content parce que là, cela allait me rendre encore plus malheureux. Donc, je n'ai pas fait payer, ou je n'ai pas payé mes trucs, j'ai laissé là-bas. Et on est sorti. Et il ne m'a pas posé la question pourquoi, parce que lui, il était content. C'est plus tard que j'ai compris beaucoup de choses après. Donc, quand nous sommes arrivés à la maison, on est arrivé à la maison vers 16h, 17h, et le vieux était assis, il y avait beaucoup de... Bon, c'était un notable. Il avait les notables, ils étaient en train de discuter, et le respect, tout ça. Et moi, je me suis adressé directement, je suis allé le voir directement, je me suis adressé à lui. J'ai dit, ah, c'est comme ça. Il dit, ah, qu'est-ce que c'est comme ça? J'ai dit, ah, donc tu fais la différence entre tes enfants. Enfants de 8 ans. Je dis, donc tu fais la différence entre tes enfants. Voilà tes 500 francs, je n'en ai pas besoin. Ma maman va acheter pour moi. Et j'ai jeté les 500 francs sur mon père. Et je suis rentré dans la chambre de ma mère. Je suis allé, j'ai commencé à pleurer. Parce que je voulais qu'elle vienne me trouver en train de pleurer. C'est ce qui s'est passé. Et quand elle est arrivée, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, calme-toi. Ce n'est rien. N'accuse pas ton père. C'est ma faute. J'aurais dû te donner l'argent ce matin. Je t'en prie, il n'y a pas de problème. Et les gens qui étaient là, mon père a eu honte. Vraiment, il a eu honte. Et quand les gens sont partis, il est venu dans la chambre de ma mère. Il respectait beaucoup ma mère. Et il a dit, ma chérie, je m'excuse. Tu sais très bien que ta coépouse, elle va au champ. Elle n'a pas assez d'argent. C'est pourquoi j'ai pris sur moi l'engagement de payer pour Abou. Et je me suis dit que toi, tu vas payer pour, comment dirais-je, Idriss. Et maman dit non, c'est pas un problème, mon chéri. Il faut partir, je vais lui expliquer, il va comprendre. Et puis, elle allait lui remettre l'argent, je crois 1500, et il m'a remis les 1500. Et le lendemain, je suis allé, j'ai fait mes achats.
Donc je vous dis cette histoire pour vous dire que je n'aime pas l'injustice. Je suis allergique à l'injustice. Pas sur moi, pas sur les autres. Et c'est cette injustice-là aujourd'hui que nous subissons en Côte d'Ivoire. C'est cette injustice aujourd'hui qu'un clan fait subir à un autre clan en Côte d'Ivoire. Et nous sommes là, nous regardons. Maintenant, je vais dire la vérité aujourd'hui. Je pèse mes mots. Toutes les phrases viennent de moi, de mon cœur. Tout ce que je vais dire. J'en prends seul la responsabilité. Cela n'engage que moi. Ça n'engage personne, ni de près ni de loin. C'est ainsi que Sam est. Et Sam va continuer à être cela. Si c'est ma mission, je vais la remplir. Frères ivoiriens, vous vous en prenez aujourd'hui parce que beaucoup avaient pris Eli Pada pour un surhomme. Ce monsieur a dit qu'il n'est pas surhomme. Il est visité par l'Esprit de Dieu. Et ce qu'il a dit, est-ce que vous pensez réellement qu'il y a eu élection en Côte d'Ivoire? Depuis qu'il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, en 2010, en 2000, en 95 ou bien combien, est-ce que les élections ont été, cette fois-ci, une vraie élection? Non. Et depuis 2020, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Kakabe qu'on peut prendre pour un adversaire. Alassane aurait été plus inspiré, plus honnête de prendre ce jour-là le président Bédié. Et tout le monde aurait dû dire yes, il y a élection. Mais il est parti prendre un figurant. Quelqu'un qui n'existe même pas. Et qui était content parce qu'au moins une fois, il va être candidat à la présidence de la Côte d'Ivoire. Lui, il est aux anges. Kakabe était aux anges. Mais Kakabe savait très bien. Et ils ont fait le deal. Et aujourd'hui, le deal continue. Il a été ministre et aujourd'hui l'ambassadeur. Ça suffit à Kakabe. Cela suffit humblement à Kakabe. Mais pas à Soro Guillaume. Il y a un autre Kakabe qui est là. Je n'aime pas parler de ce monsieur, c'est Blé Goudé. Et qui, faute d'avoir été choisi comme Kakabe, jaloux de Kakabe, aujourd'hui soutient Mme Simone, notre maman nationale, à laquelle j'ai tout fait pour ne pas qu'elle aille se faire humilier. Elle l'a fait. Bon. Donc vous imaginez, donc Alassane est parti faire ça. Et maintenant, faute d'adversaire, qu'est-ce qu'il va faire? Forcer. Et en forçant, il s'est planté. Alassane a perdu. Il a perdu il y a longtemps. Et je vous le dis, Alassane a perdu ce pouvoir. Ce pouvoir-là n'est plus à Alassane. Il y a beaucoup de choses que mes compatriotes ne comprennent pas. Alassane fait tout ça pour défendre les intérêts de la France à cause de sa femme. Alassane ne défend les intérêts d'aucun Ivoirien. Mais nous, les vrais Ivoiriens, nous disons quoi? On t'a laissé, tu as tout fait, tu as tout eu. Tu as tout eu. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu espères? Parce que moi, c'est toujours ma question à Alassane. Qu'est-ce que tu espères avoir aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas encore donné? Qu'est-ce que les Ivoiriens ne t'ont pas permis de faire? Cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Les Ivoiriens ont permis à Alassane de tout faire. Mais les Ivoiriens ne connaissent pas Alassane. Je l'ai toujours dit, Alassane est cette trempe d'homme qui ne connaît que la force, la brutalité.
Il est venu par la brutalité en Côte d'Ivoire. Il s'est imposé par la brutalité. Il l'a gouverné par la brutalité. Et il veut aller par la brutalité. Et en face, voilà ce que je reproche maintenant en face. Et en face, il y a des fémelettes. Il y a des candidats chocos. Il y a des adversaires chocos. Comme on le dit en Côte d'Ivoire vulgairement. Des gars qui ne veulent pas se battre. Il y a des gens en face qui ne veulent pas mouiller le maillot. Et qui sont là, qui attendent. Je comprends très bien. La religion ivoirienne était le dialogue. Mais vous avez en face quelqu'un qui ne connaît pas le dialogue, qui n'a jamais appris le dialogue, qui ne sait même pas s'il y a un mot en français qu'on appelle le dialogue, et qui s'en fout du dialogue, qui ne connaît que ce mot-là, la brutalité, un point, un trait. Et vous voulez rester choco face à lui. Ok, vous allez me comprendre. Je vous en prie, comprenez ce que je veux dire. Quand le terrorisme a commencé au Mali, les terroristes étaient armés par qui? C'est la question que vous devez vous poser. Mais je vais vous répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Les terroristes étaient armés par l'Occident. Quand on entend l'Occident, c'est la France, c'est les pays européens, c'est l'Amérique. La Russie n'est pas incluse. L'Iran n'est pas inclus. Le Brésil, non. La Chine, non. Donc, par l'Occident. Donc, les terroristes ont reçu des armes de la main des Occidentaux, des Français, qui sont chargés d'être devant. Et les militaires maliens n'avaient pas d'armes. Et en face, les terroristes et des armes sophistiquées. Et le gouvernement malien demande seulement une couverture aérienne. Il ne demande pas de troupes au sol. Il dit donnez-nous des armes. Nos soldats vont se défendre. Les Français ont fait quoi avec les Occidentaux? Ils sont passés outre. Ils n'ont pas écouté le gouvernement parce qu'ils s'en fichent de la souveraineté du Mali. Ils sont venus en pagaille avec toutes sortes de noms. Et je vous ai vu ces noms-là. Non. Toutes sortes de noms. Toutes sortes d'armées. Toutes sortes d'armées. Ils sont venus occuper le territoire malien. Et puis, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ils n'ont pas occupé le territoire occupé par les terroristes. Bien qu'ils en aient les moyens, ils ne l'ont pas fait. Ils sont venus occuper le territoire légal du Mali avec leurs armes. Et les Maliens étaient confinés, ne pouvaient pas se battre. Et ils laissaient les terroristes avancer. Et quand les terroristes s'avancent quelque part, et l'armée malienne demande seulement un cargo pour aller récupérer les morts, les Occidentaux refusaient. Ils disent non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour nous battre. Est-ce que vous comprenez ça? Pendant que les terroristes sont en train de venir, donc eux-mêmes ils montrent aux terroristes où il faut partir. Les terroristes ont tous sortes d'armes. L'armée malienne n'a pas d'armes. Et les militaires maliens ont compris la stratégie, le stratagème. Ils ont compris. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Le président qui était là, Ibeka, a été choisi par Alassane Dramane Ouattara, par l'intermédiaire des Français et des Occidentaux. Donc, il était là pour que le pays soit divisé. Ce n'était pas son problème. Et coup de chance pour les militaires, ils ont essayé de rentrer à Kidal. Et les Français les en ont empêchés.
IBK, Alassane l'a appelé pour lui dire fais très attention. Parce que tes gens-là, les Français ne sont pas contents d'eux. IBK a fait l'erreur de sa vie. Il les a ramenés tous à Bamako. Et ces grands militaires qui se battaient, il leur a donné des bureaux climatisés restés ici. En attendant que la partition du Mali ne soit signée. C'est comme ça textuellement que ça s'est passé. Et ces gens, quand ils sont arrivés dans ces bureaux climatisés, se sont révoltés un jour et ils sont allés prendre IBK et ils l'ont déposé. Et c'est là que Draman s'est levé et il a mis toutes sortes de sanctions sur le Mali. À telle enseigne que ses propres amis, ses propres disciples, comme Bazoum du Niger, est allé en France et était obligé de clarifier et a dit que toutes ces sanctions qui ont été prises contre le Mali ne sont pas dans les textes de la CEDEAO. Il avait blessé la majesté Alassane. Et quand il est rentré, Alassane lui a dit ton tour arrive. Et il a couru. Quelques jours seulement après être rentré de sa visite officielle, il est venu en Côte d'Ivoire s'agenouiller auprès de sa majesté. Il a demandé pardon et il est rentré. Et entre-temps, les militaires maliens ont fait quoi? Ils ont déposé IBK. Et ils ont demandé à toute cette cohorte de mercenaires occidentaux de rentrer, de quitter leur pays. Et Alassane leur a dit, c'est maintenant qu'on va faire d'une bouchée ces gens. Mais ce qu'ils ne savaient pas, les Maliens avaient leur plan B. Ils sont allés en Russie, ils sont allés en Chine, ils ont ouvert grandes les portes du Mali à la Russie et à la Chine. Et il n'y avait plus moyen pour les Français, les Occidentaux de venir. Parce que face à leur brutalité, les Russes sont plus brutaux que eux. Et c'est ainsi que Damiba, encouragé par Ibrahim et sa bande, ont déposé Kabouré. Et vous avez vu Alassane là-bas encore. Et ils ont dit niet. Parce que pour la petite histoire que vous ne savez pas, Ibrahim était au Mali. Et il a subi les mêmes humiliations que les Maliens. Donc il avait compris aussi qu'il fallait des armes, qu'il fallait la brutalité face à la brutalité. Il fallait opposer la brutalité à la brutalité. Et pour que ça soit parfait, c'était le Niger. Et quand le Niger est tombé, vous avez tous vu Alassane en guerrier. Et il a dit qu'il va aller déposer, déloger, massacrer les Nigériens. Et les Maliens, les Burkinabés ont dit quoi? Tu vas nous trouver sur ta route. Avant d'atteindre le Niger, c'est nous qu'il faut dépasser. On est là, on vous attend. Et Tinibou, qui n'est pas sot, qui est vieux mais qui n'est pas sot, a dit Alassane, tu peux partir. Moi, mon Assemblée nationale m'interdit de faire la guerre. Et cela a bloqué Alassane. Parce qu'Alassane a vu que ces militaires, 3 jours, c'était trop pour exterminer les militaires ivoiriens. 3 jours, c'était trop. Alassane le savait. Les Maliens le leur ont dit. Entre-temps, vous vous rappelez très bien, les 49 soldats qui ont été, les mercenaires 49 soldats, les Maliens les ont bloqués. Et il a fallu qu'Alassane, c'est là que je vais en venir. Alassane n'aime que la force. Il est passé par tous les moyens. Il est passé par les Européens, bloquer les aides aux Maliens. Il est passé par Guterres, l'imbécile qui est aux États-Unis ici, à l'ONU.
Les Maliens ont dit niet. Il a tout fait. Il est passé par tout le monde. Les Maliens ont dit niet. Quand Dia, qui était ministre des Affaires étrangères, était dépassée, elle n'a jamais pu résoudre quoi que ce soit. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Alassane s'est humilié devant les Maliens. Il s'est agenouillé devant les Maliens. Comment il s'est agenouillé? Il a accepté toutes les conditions des Maliens. Toutes les conditions sans exception. C'est la première fois. C'est pourquoi Alassane ne reconnaît que la force. Et il allait même plus. Son petit frère Téné Brahima est allé s'agenouiller au pied d'Assimi Goïta avant que ces gens-là ne soient libérés. C'est récent, vous étiez là. C'est ça Alassane. C'est ça le Bravo-Tchè. Le Bravo-Tchè s'est imposé aux Ivoiriens à la Côte d'Ivoire par la force, uniquement par la force. Et pas seulement la force timide, la force brutale. Quand Bédié a failli se réveiller, quand Bédié a failli le contrer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effrayé ce vieux chef Akan jusque dans sa propre chambre. Et Ivoirien, vous croyez que... Attendez là, Bédié qui a hébergé Alassane aux États-Unis, qui a aidé Alassane aux États-Unis. Alassane l'a fait poursuivre jusque dans sa chambre, dans sa propre chambre. Et ils sont allés tout renverser là-bas. Le vieux en est mort. Il n'a pas pu se relever. Gbagbo n'était pas encore là. Et c'est ainsi que Gbagbo est rentré. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à Gbagbo, nous disons non au 4e mandat. Et maintenant, pour ceux qui accusent Eli Pada et puis nous autres, bon, justement, on ne m'a jamais accusé, mais on a dit qu'il n'y a pas de 4e mandat. Il n'y a pas eu d'élection. Mais c'est par votre faute, c'est par notre faute. S'il y a eu quelques bureaux ouverts, mais il fallait opposer la même brutalité. Et quelle brutalité on vous demandait? Ce n'est pas de tuer quelqu'un, mais c'est de saccager tout. Est-ce que vous l'avez fait? Vous ne l'avez pas fait. Alassane ne reconnaît que ça. Si tout avait été saccagé le samedi, aujourd'hui nous n'en serons pas où nous en sommes. Si vous pensez que Alassane est un président choco, Alassane est un président brutal, sanguinaire, qui ne connaît que la brutalité, qui ne freine que face à la brutalité. Et je viens de vous expliquer si c'est vrai, si c'est faux. Face à la brutalité, Alassane devient doux. Il devient très doux face à la brutalité. La force brutale en face, Alassane devient doux. Et vous, vous êtes choco. Et vous pensez que vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Mais dans ce cas, laissez Alassane tranquille. Laissons Alassane tranquille. Parce que ce monsieur ne connaît que la brutalité. Et vous, vous n'êtes pas né pour faire de la brutalité. Mais acceptez-le. Mais moi, mon combat aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas seulement Alassane. C'est mes parents du Nord. Alassane compte sur eux. Et il a raison de compter sur eux. Parce que réellement, s'il vient de Congo, il est brutal aussi comme les gens de là-bas. Les gens du Nord sont des brutaux. C'est la brutalité chez nous aussi. C'est très simple, mon explication. À Isia, il y a du Labourou. À Daloa, il y a du Labourou. À Gagnewa, il y a du Labourou. À Saïwa, il y en a. À Soubre, il y en a.
Mais est-ce que à Odiéné, il y a 3 familles Baoulé, 3 familles Bété, 3 familles Agni? Est-ce que cela existe? Non. Est-ce que cela existe à Daloa, à Korogo? Non. Est-ce que cela peut exister à Touba? Non. Est-ce que cela peut exister à Séguéla? Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont aussi brutaux qu'Alassane. Ils sont aussi xénophobes qu'Alassane. Ils sont aussi racistes qu'Alassane. Nous sommes racistes, nous les gens du Nord. On est très, 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 très racistes. Je le dis aujourd'hui, je pèse mes mots. On est raciste. C'est parce qu'on est raciste que personne ne peut aller rester chez nous. C'est parce qu'on est raciste, quand on rentre quelque part, on rase tout. Quand vous arrivez à Issia aujourd'hui, le village Bété, l'original village Bété, l'origine d'Issia, l'original Bété Doula, c'est-à-dire où nous, les parents, ont trouvé les Bété, cela s'appelait Fradidia. Pour tous ceux qui habitent ici, à demander-les si Fradidia existe aujourd'hui. Fradidia n'existe plus. Les Bété ont disparu. Les jeunes ont vendu les cours de leur père pour s'exiler à Abidjan, Yopougon. Fradidia n'existe plus. Djoulabou a avalé Fradidia. Vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. C'est ça le racisme. Et aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont les machettes contre les partisans de l'opposition. Parce que ils ont la brutalité avec eux. Et en face, ils ont des gens chocos qui, à peine même s'ils ont des bâtons, depuis qu'Alassane est venu en Côte d'Ivoire, c'est la brutalité et la brutalité. Il lui a réussi. Et vous pensez qu'il va laisser cette brutalité, mais vous vous amusez. Nous nous amusons. Moi, sincèrement, cela me fait quelque chose que Fradidia n'existe plus. Parce qu'ils avaient leur esprit. Fradidia avait son esprit haïtien. Mais Fradidia n'existe plus haïtien. C'était l'ancien Odissia, Fradidia. Alexis Gogoa, dont le village était à 1 ou 2 kilomètres de nous, 3 kilomètres. Mais aujourd'hui, on me dit qu'elle refuse de vendre cette terre. Elle a raison. Mais elle va vendre cette terre, mais écoutez, elle va quitter cette terre-là bientôt. À 5 kilomètres, il s'est atteint aujourd'hui Ouandia. C'est le village de Bishmatapi. Mais aujourd'hui, ils ont peur, ceux-là. Parce que les villages sont en train de tout prendre. On est en train de leur arracher tout. Nous sommes en train de leur arracher tout aujourd'hui. C'est nous les racistes. C'est nous les xénophobes. Venir dans le pays des gens et tout prendre et qu'il ne doit pas s'exprimer, il ne doit pas dire non. Attendez. Quand j'entends, oui, ils disent que quand ils vont venir, ouais, quand ils étaient... Oufou était là. Oufou a tué combien de Djoula? Bédi est venu, il a tué combien de Djoula? Il a chassé combien de Djoula? Gueye est venu. En 10 mois, a-t-il touché un seul Djoula? Gbagbo est venu. La rébellion. Il a fait nommer Soro Guillaume Premier ministre pour calmer. Et il allait plus loin, trop loin même. Il a pris un décret pour faire d'Alassane un candidat exceptionnel. Et jusqu'à présent, vous accusez ces gens-là de dur. Ces gens-là qui ne veulent pas vous voir. C'est contre ça que je m'insurge.
C'est contre ça que je ne suis pas d'accord. C'est ce que je n'accepte pas. L'intolérance de mes parents. L'intolérance des gens de Touba. L'intolérance des gens de Séguéla. L'intolérance des gens de Koro. L'intolérance des gens d'Odéné. L'intolérance des gens de Kachola. L'intolérance des gens de Kong. L'intolérance des gens de Korogo, Wangolo, Ferkesedou. Ils ne sont pas tolérants. Ils ne savent pas le vivre ensemble. Les autres ethnies le savent et l'appliquent. Les ouais, tous les ouais confondus sont tolérants. Tous les ouais convaincus acceptent de partager. À Ma, ils ont accepté de partager. À tout le peuple, ils ont accepté de partager. À Daloa, ils ont accepté de partager. Isia, Gagnoa, Soubré, San Pedro, ils ont accepté de partager. Ceux qui n'acceptent pas de partager, comme les Djoula, c'est les Baoulés. Mais les Baoulés sont meilleurs aux Djoula. Les Baoulés, les Agnis, eux ne partagent pas beaucoup. Je suis bien placé aussi pour le savoir. Mais, ils ont un quota. Le Baoulé a un quota. Le Bété n'a aucun quota. Il peut te donner tout et puis vivre dans la misère. Quand on dit que le Baoulé, le Bété est palabré, je vais vous expliquer, ces palabres-là, ça commence où? Le Bété peut te vendre sa terre et toi, tu vas la mettre en valeur. Et quand lui va voir ça, il va se fâcher. Chaque 3 ans, il va venir te trouver pour dire que lui, il a besoin d'une parcelle de ta terre. Ah là, il va te convoquer encore à la gendarmerie, sans papier, sans rien, sans raison. Tu vas lui donner 50 000 francs, 25 000, il se calme encore pour 3 ans encore. Voilà où je lui ai dit que le Bété est palabreux, c'est tout. Sinon, les Bétés, ils te vendent là, ils t'ont vendu, c'est tout. Mais si toi, tu prends, et puis tu vas borner, il ne vient plus. Mais quand il sait que tu n'as pas borné, il n'y a pas de borne. Chaque 3 ans, 4 ans, ou bien chaque 2 ans même, attends là. Lui, il a faim. Et toi, tu viens de vendre ton cacao café. Mais il va venir te voir pour dire que, écoutez, ce que mon père ou bien mon grand-père vous a donné là, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Moi, je ne suis pas mon grand-père. Voilà la palabre des Bétés. Demandez tous les Djoula. C'est comme ça, les Bétés, on leur dit palabreux, ceci, cela. Et tu vas aller voir la gendarmerie, Abi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, non, c'est pas le Djoula là. Il a pris ma terre là depuis combien d'années et puis il ne paye pas. Et il n'a pas encore payé. Alors que tout a été payé. Le prix qui a été fixé a été payé. Et tu vas porter ton reçu. Mais lui va te dire qu'il ne reconnaît pas ce reçu-là parce que c'est de son grand-père. Et la terre n'appartient pas à son grand-père, ça les appartient eux. Voilà la parole des Bétés. Voilà où nous, les Djoula, on dit que les Bétés sont ceci, cela, sinon c'est tout. Mais ça pour les managers là. Et quand il vient chaque fois, tu lui donnes quelque chose, il s'en va. C'est ça aussi les Bétés. Tu vois. Le Bété n'est pas du tout, il est trop doux le Bété. J'ai un grand frère qui est à Abidjan aujourd'hui, qui est très 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 bien placé. Leur cours est en bordure de la rue principale d'Icia. Et de l'autre côté, c'est Fradidja. Et son papa était acheteur de produits. Et puis il y a un vieux Bété qui était de l'autre côté, qui avait un peu d'argent. Quand il vendait son cacao, il avait la liquidité, il ne faisait rien du tout. Et le vieux Djoula est parti lui prendre un crédit de, je crois, 100 000 francs. Et puis ça fait des années. Ça fait des années, le Djoula ne paye pas. Et puis bon, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a des juges qui se fâchent. Il dit aujourd'hui, tant qu'on ne paye pas mon truc là, mon argent, je ne quitte pas. Donc il vient chez le Djoula. Quand il vient s'asseoir en bordure de route où les Djoula causent là,
Il y a une dame qui est en train de griller, qui fait à loco, poisson frais et autres là. Donc quand lui s'assoit net, avant qu'il n'arrive, le vieux Djoula dit à la dame, quand il va venir, bon je ne vais pas dire les noms, quand il va venir, tu lui sers un plat de aloko et puis tu mets poisson dessus, tu dis c'est de ma part. Et quand le vieux bété arrive, il a faim. Et la femme lui sert ce plat bien succulent. Il lave sa main, il mange. Quand il finit de manger, le vieux Djoula lui dit, mon frère, tu es venu pourquoi? Il dit non, que je suis venu pour causer seulement, je suis venu te voir, comme ça fait longtemps, on ne se voit pas, on a côte à côte, et puis on ne se voit pas, donc je suis venu te voir. Et puis il repart. Cela s'est passé beaucoup de fois, pendant des années. Et un jour, sa femme lui a dit, mais toi là, à cause d'Aloko, on a banane plantain au champ, il faut m'en envoyer avec un peu d'huile, moi je vais te griller à Aloko. Ou bien c'est à cause des poissons. Mais je peux aller acheter des poissons aussi. Et puis bon, un jour il est venu. Quand il est venu, il s'est assis net. Il dit, hey, aujourd'hui là, je ne veux pas d'Aloko, je ne veux pas de poissons, je ne veux rien. Rien. Et toi, la dame là qui me sert là, je ne veux pas que tu me serves. Et puis le vieux Djoula n'a rien dit. Il a pris les rentrées avec lui dans son salon. Et il a appelé un de ses enfants, on va dire à la dame, aujourd'hui là, qu'il fasse tout que le poisson, la tête, la grosse tête là, qu'il ajoute là-dessus. Et elle l'a fait. Et ils sont venus déposer tout. Et le vieux bété, il avait faim toujours. Il a regardé et dit, ah, ça c'est pour qui? On dit, eh bien, c'est pour toi. Comme devant les gens là-bas, tu as crié, là, tu as raison. Ça, tu as raison. Devant les gens là, tu ne peux pas manger, et puis parce que tu es venu quand même pour quelque chose. Il dit, voilà, toi, tu es intelligent. Et il a mangé et il est parti. Donc voilà le bété en fait. Qu'on peut amandouer, qu'on peut blaguer. Quel que soit, et il est palabreux, il suffit de savoir le prendre et tu peux l'adoucir. Je vous raconte ces petites histoires pour que vous sachiez que les bêtis sont les gens les plus doux. Quand on vous dit qu'ils sont palabreux, c'est faux. C'est archi faux. Je m'insurge contre ces données, c'est dit. C'est faux. Le bété n'est pas palabreux. Donc, en résumé, chers frères du sud, du centre, de l'ouest, de l'est, si vous pensez en votre âme et conscience que c'est la douceur qui va faire partir Alassane, vous vous trompez. Autant laisser Alassane, le bravoutier, continuer à piller la Côte d'Ivoire avec sa famille, avec son petit clan. Dans le cas contraire, levez-vous, sortez. Mais personnellement, je sais qu'Alassane, c'est fini. Parce que le grand Gbagbo est là, Dieu existe. Le karma est là, Dieu existe. Moi, Sam Idriss Samaké, je sais que Alassane, c'est fini. Comment il va partir, je ne le sais pas. Quel jour il va partir complètement, je ne le sais pas. Il est déjà parti, mais quel jour il va partir physiquement, je ne le sais pas. Et spirituellement, Alassane n'existe plus. Alassane n'existe plus. Alassane, la Côte d'Ivoire est libre aujourd'hui. Alassane ne commande plus la Côte d'Ivoire. Je pense même qu'Alassane même veut cette force-là pour partir, parce que lui-même veut partir. Mais il ne peut pas déposer. Il n'est pas un homme aussi à démissionner. Il ne sait pas démissionner. Il faut le pousser. Donc, comment il faut pousser? Il faut aider Alassane à partir. Mais comment l'aider à partir? Il faut lui opposer la force. C'est aussi simple que ça. Mais je répète et je me répète. Alassane ne gouverne plus la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu d'élection le samedi. Samedi, il n'y a pas eu d'élection, Alassane le sait. Des proches d'Alassane le sait, la France le sait, l'ONU le sait. Tout le monde sait qu'il n'y a pas eu d'élection le samedi. Quand on parle de mascarade, de vol, non, il n'y a même pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Mais comment Alassane va partir physiquement, I don't know. Mais je sais
qu'Alassane ne commande plus la Côte d'Ivoire. Je sais qu'Alassane a perdu le pouvoir. Alassane n'est plus Alassane. Alassane cherche quelqu'un à venir le pousser avec un doigt dehors. Alassane ne veut plus du pouvoir de la Côte d'Ivoire. Il ne sait plus ce qu'il faut en faire. Regardez les disciples d'Alassane. Ils sont tous pleins d'argent. Ils ont tous eu beaucoup d'argent. Ils veulent jouir de leur argent. Zakaria Dozo veut vivre aujourd'hui avec ses multifemmes de ce qu'il a engrangé. Chérif Ousmane de même. Les Diagao de même. Les Vécho de même. L'Océanie, la même chose. Sans exception, eux tous aujourd'hui, ils cherchent à jouir de leur argent. Ils appellent au changement aujourd'hui du régime. Chers caporaux, chers soldats du 2e, 3e, 5e classe, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Samuel Doe a fait son coup. Il n'était même pas dans l'armée. Il était surveillant pénitentiaire. Je ne sais pas si les gens le savent. Hein? Samuel Doe n'était pas dans l'armée. Il était surveillant d'un camp pénitentiaire, d'une prison de Morovia. Mais il a pu faire partie d'un pouvoir qui existait depuis plus de 100 ans. Il a eu à le faire. Jerry Rawlings était en prison. Mais il a pu faire un coup. Sankara était en prison quand Blaise est venu avec les gens. Et vous n'êtes pas en prison. Aucun de vous n'est en prison. Et vous ne pouvez pas faire ce truc salutaire pour la Côte d'Ivoire, pour vos parents, pour vous-même. Vous ne voulez pas rentrer dans l'histoire? Et Allah. Et bon Dieu. Et vous croyez que... Attends là, les militaires qui viennent faire des poches chaque fois, où ils sont? Les militaires qui viennent toujours nous dire que c'est fini là, où ils sont? Qu'est-ce que vous attendez? Vous aimez trop votre corps. Vous vous aimez trop, vous êtes trop choco. Ce n'est pas par le chocolatisme qu'Alassane ira. Alassane, c'est la force brutale. Ou vous changez, ou vous laissez Alassane. Donc moi j'attends votre réponse. Si on doit laisser Alassane, on va le laisser, il n'y a pas de problème. Et je vous l'ai dit ici, je suis américain, j'ai la double nationalité. Je suis en retraite. Et je me bats. Ben, écoutez, je dois faire une opération, enfin, je dois subir une opération chirurgicale demain. J'ai grossi parce que je respire très mal. J'ai un truc pulmonaire, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je crois qu'il paraît que j'ai mon nez gauche qui est bouché complètement, je ne sais pas. Je crois qu'ils vont aller couper quelque chose là-bas pour agrandir. Donc j'aurai cette opération chirurgicale demain, Inch'Allah. Inch'Allah, on va se retrouver après ça. Donc je pense que je ferai quelques jours à l'hôpital. Si c'est demain que je dois rentrer, bon, disons qu'on peut me libérer dimanche ou lundi. Et d'ici là, si vous ne me voyez pas,
priez pour moi et après je viendrai. Donc voilà, je tenais vraiment à parler tous les jours, encourager tous les jours. Et ce que je veux que vous sachiez, Alassane n'existe plus en Côte d'Ivoire. Alassane n'est que l'ombre de lui-même, mais il faut peut-être l'aider à partir. Il a besoin d'aide, il a besoin d'aide pour quitter la Côte d'Ivoire. Nous devons l'aider. Et l'aider comment? Lui opposer ce qu'il a toujours aimé, ce qu'il a toujours chéri, ce qu'il a toujours fait pour être où il est. Et vous savez de quoi je parle? C'est la force brutale. Donc Alassane n'aime que la force brutale. Il y a des gens comme ça, des gens qui sont nés comme ça. Il n'y a que la brutalité qui peut les faire partir. Et si nous voulons aussi, on peut attendre Dieu. Bon, maintenant, on prie pour quelqu'un meurt. Moi, je ne suis pas dans ça aussi. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont à ce stade aujourd'hui. Ils prient pour qu'Alassane décède. Mais si Alassane décède, son petit frère est là. Dominique est là. Donc, on n'est pas encore sorti. C'est vrai, ils ne sont pas de la trame d'Alassane. Ils ne sont pas aussi charismatiques qu'Alassane. Alassane est charismatique dans le négatif, dans le malheur. Il n'est pas charismatique dans le bonheur. Ça, c'est Alassane. En tout cas, moi, c'est mon neveu. Je l'aime bien. Je l'ai beaucoup admiré pour sa détermination. C'est un gars qui est très, très, très déterminé. Alassane est un gars déterminé. Et quand il veut faire quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Il va faire cette chose. Il va la faire. Et malheureusement, ce n'est pas de bonnes choses. C'est des choses malheureuses. C'est des tueries. Tu vois, il tue, ça ne lui dérange pas. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai peur pour le président Gbagbo, je vous le dis, c'est là que je vais en finir. Faites attention. Alassane a tout tué sur son chemin. Aujourd'hui, il ne reste que 2 personnes qu'Alassane aimerait tuer avant de partir. 2 personnes. Le président Gbagbo et l'invincible Soro Guillaume. Voilà les 2 personnes qu'Alassane rêve de faire disparaître avant de partir. Si Dieu pouvait lui faire cet honneur-là, je vous dis qu'Alassane va abandonner le pouvoir. Il va démissionner à la minute près. Donc, comprenez ce que vous avez à faire. Comprenons ce que nous avons à faire. Alassane n'aime pas les faibles. Il n'a jamais aimé les faibles. La force brutale. La force brutale. Seulement la force brutale. Que Dieu nous aide. Alhamdulillah Rabbil Alamin.